Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Dao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 71. Si ça sert pas dans un embouteillage... Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de thedaoproject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage pratique et moderne du taoïsme. Fraîchement rentré du stage sur les valeurs que nous avons organisé avec Yves Ancam, le fondateur de la méthode Reboot, l'expérience de ces 3 jours m'a inspiré le sujet de ce podcast. Pour ceux qui, tapis au fond de leur grotte, ont trouvé le moyen de rater la 12aine de communications que nous avons fait au sujet de ce stage, il s'agissait de faire trouver aux participants leurs valeurs, soit les principes innés qui dirigent leur vie. Innés à l'opposé d'acquis, qui seraient alors des principes plus ou moins imposés par la culture ou par une volonté de se fondre dans le groupe social ou d'apparaître comme quelqu'un de bien. À un moment, pendant ces 3 jours, j'ai dit à un participant, en usant de tout mon tact coutumier, que sa démarche était tournée vers l'illusion de la compétence. Alors oui, c'est violent. Mais bon, à un moment, il faut mettre les points sur les i. Et puis, c'est un peu la signature de ce stage. Ce n'est pas en cajolant les individus qu'on leur permet de faire tomber leurs fantasmes. Dans cet épisode, j'aimerais revenir sur cette idée d'illusion de la compétence. Et bien entendu, car ce podcast a des vues pratiques, vous donner quelques clés pour remédier au problème. L'illusion de la compétence, c'est la tendance à penser qu'on maîtrise un sujet quand on dispose uniquement d'un modèle mental du dit sujet. Nous pouvons admirer cette tendance sur les réseaux sociaux par exemple, où dans un groupe dédié au jardinage, les gens vont donner des solutions à des problèmes évoqués alors qu'ils n'ont jamais testé leur solution. On en reparlera plus loin. Le fait de comprendre donne un semblant de prise sur les choses, sur le monde, un semblant de contrôle. J'ai donc dit à ce stagiaire que s'il cherchait à être tout le temps dans la compréhension des mécanismes, de leurs théories, alors qu'il se rendait bien compte dans les faits que ces théories ne fonctionnaient pas, c'était pour avoir cette illusion du contrôle. L'illusion de la compétence te donne l'illusion d'être en charge. Ce qui est terrible, c'est que les gens qui souffrent de ce syndrome peuvent rester longtemps bloqués à ce stade-là. Il y a 2 raisons pour ça. La première découle de l'absence de confrontation au monde réel. Une telle mise à l'épreuve pourrait remettre en question cette croyance dans sa propre compétence. Délibérément, tu restes dans ce monde où tout est possible. Ton esprit. Dans ton esprit, tu peux croire être qui tu veux. Tu peux fantasmer sur qui tu es. Personne ne vient te contredire. Tu peux te croire bon ou mauvais, peu importe. Bon, quand on parle d'illusion de la compétence, on est plutôt dans s'imaginer être bon. Si on se comporte comme ça, c'est pour une raison précise. C'est pas par pure bêtise. En réalité, en agissant ainsi, on essaye de protéger notre santé mentale. Notre ego ? Oui, ego dans le sens de la vision de qui on est. Pas ego dans le sens déformé de se croire supérieur aux autres. Ego dans sa signification originelle, soit la conscience de soi, l'identité. L'ego est le gardien d'une certaine forme d'intégrité. Ici, je ne prends pas intégrité au sens moral, mais au sens premier, qui désigne une chose qui n'est pas altérée, dont on n'a pas enlevé un morceau, qui est intact, quoi. On va donc éviter tout ce qui va pouvoir aller à l'encontre de ce que l'on croit, à l'encontre de nos préjugés sur nous. Et donc, une des manières est d'éviter de confronter ce que l'on croit à la réalité. C'est ce qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, où dès que quelqu'un dit « J'ai un problème de limaces dans mon potager », il y a 50 réponses. Il faut entourer ces plants de cendres. Non, de sable. Essayez plutôt avec des coquilles d'œufs écrasées. Mettez-leur à manger pas très loin, elles s'y rendront. Ce qui est sidérant, c'est qu'aucune de ces méthodes ne fonctionne. Si ces personnes qui se permettent de donner des conseils les avaient testées, elles le sauraient. Mais non, c'est tellement plus simple de prétendre savoir. C'est tellement plus confortable aussi. Ah, ça marche pas de mettre de la cendre ? Non. Et comment je le sais ? Parce que j'ai fait l'effort de confronter ces méthodes à l'expérimentation. J'ai testé. Aucune ne fonctionne. La cendre se gorge d'humidité avec la rosée et de plus crée une croûte à la surface du sol. Le sable n'est absolument pas un obstacle. Et les coquilles d'œufs ? Au-delà de l'aspect logistique
totalement risible de stocker et de briser des centaines, voire des milliers de coquilles d'œufs afin d'entourer chaque plant de son potager, aspect qui montre bien que ces personnes n'ont jamais essayé, les limaces passent sans souci au-dessus. Quant à leur créer un garde-manger pas très loin, la limace, elle est aussi feignante que nous. Alors, entre faire 1 mètre ou 10 centimètres, elle a vite choisi. La journée, elle va se planquer à l'ombre pas très loin, et la nuit, direct au fast-food. J'ai testé toutes ces méthodes. Je sais qu'elles ne fonctionnent pas. En fait, ces gens-là, ils n'ont jamais testé. Ils sont persuadés que ces méthodes fonctionnent parce qu'ils les ont vues sur un quelconque réseau social. Ils se complaisent dans l'illusion de la compétence. Alors, à votre avis, pourquoi ces personnes qui n'y connaissent rien se permettent de donner leur avis? Quelle est leur motivation? C'est pas très glorieux, hein. Ils aimeraient être compétents. Ils aimeraient être quelqu'un. Ils aimeraient qu'on lève les yeux vers eux, eux qui trônent en hauteur. C'est naturel, hein. Si on ne dispose d'aucune compétence, on est juste inutile au groupe. Et nous avons un mécanisme fermement ancré en nous qui nous rappelle que celui qui est inutile au groupe risque d'en être exclu. Ce n'est qu'un parasite qui profite de la société sans rien lui fournir. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, même les personnes âgées participaient au groupe. J'ai un souvenir d'un restaurant à Nice dans les années 80 où la grand-mère, dans le fond, écossait encore les petits pois tous les jours. Pour en revenir au problème, tu as un modèle théorique que tu n'as pas confronté à la réalité, et pourtant tu considères qu'il est vrai. C'est pour ça qu'on demande aux étudiants de faire des stages, par exemple. Enfin, on peut imaginer que c'est pour ça. C'est très intéressant de faire un stage parce que, du coup, l'étudiant va se rendre compte des nuances de l'application de ce qu'il apprend de manière livresque. Oui, et ce quel que soit le domaine. On pourrait imaginer que si dans les domaines proches des sciences humaines, on ait plus besoin de ce passage au concret, au vu de la diversité des humains, dans un domaine assez cartésien, on a aussi vraiment besoin d'une confrontation aux contraintes de la réalité. Prends l'informatique par exemple, ce que tu vois en cours sur la manière de coder les algorithmes. Eh bien, dans la réalité, tu dois prendre en compte que souvent, tu travailles en équipe, que ton code doit être maintenable, modifiable, même lorsque tu es en vacances, que rien n'est instantané dans les transferts de données, que les connexions se coupent parfois. On est brusquement loin du modèle théorique. Ça me fait penser à cet essuie-glace que j'ai dû changer, pour la première fois. Tu m'avais expliqué toutes les étapes, c'était très clair, donc j'avais compris toutes les étapes du changement. Et il me restait plus que le geste, et donc la confrontation au matériel, et en fait, c'est avec ça que j'ai eu du mal. Parce que si je comprenais, j'étais pas sûre de la force, du geste, de l'orientation, pousser, pas pousser, tirer, machin. Et à ce moment-là, ça m'a rendu l'action vraiment difficile. Tout à fait. Parce qu'en fait, ma compréhension globale, elle devait passer par la confrontation au monde matériel. Parce qu'on peut pas te dire dans un manuel, exercer tant de pression. Alors on peut te dire d'exercer une force de 3 newtons, mais ça va pas franchement te parler. Sauf si c'est pour un serrage de boulons sur pneus de camion et que tu disposes d'une clé dynamométrique. Ce matin, j'étais sur le toit, non pas pour m'élever, mais pour régler la parabole sur un nouveau satellite. Si je n'avais pas vu l'installateur procéder au réglage il y a 2 ans, j'aurais sans doute été découragé quand ce matin, je n'arrivais pas à capter le signal. Quand je me suis souvenu d'à quel point il avait galéré, alors que c'est son métier, j'ai accepté comme normal de passer plus de temps. Au final, ça a été beaucoup plus rapide que prévu. Et j'aurais pu lire 10 fois le manuel. J'aurais pu avoir donc l'illusion de la compétence de ce qu'il fallait faire. Et pourtant, je suis sûr que j'aurais désespéré de ne pas capter le signal en 5 minutes. D'autant plus que dans le manuel, c'est dit que ça se fait rapidement. J'aurais sans doute été déstabilisé. Et sur un toit, hein, c'est une mauvaise idée. C'est un peu piégeux. Moi, je le vois avec mes élèves. T'as lu la consigne ? Ouais, c'est bon, je sais. Mais en fait, l'élève, il fait n'importe quoi ensuite. Parce qu'ils savent pas ce qu'il faut faire. Parce qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires, peut-être. Je sais pas. Au fond de lui-même, l'humain a cette volonté qui est dans le chêne, hein, cette envie de vivre. C'est un mécanisme. Tout ce qu'on fait, et qui n'est pas d'ordre purement pathologique, est lié à cette envie de survivre. Se croire compétent, ça nous rassure. Donc on se ment pour ne pas avoir peur et se persuader que l'on pourra survivre. Peut-être qu'ils veulent se rassurer en se croyant capable d'exécuter la consigne. Mais attends, des fois, croire qu'on sait faire quelque chose, ça peut nous amener à faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait autrement. C'est la chance alors à ce moment-là. Parce que si on parle d'illusion de la compétence, ça veut bien dire que cette compétence, on ne la possède pas. Si on réussit, c'est juste du hasard, un coup de bol. Est-ce que c'est une bonne manière de naviguer dans l'univers en tirant à pile ou face ou en jouant avec des dés ? Peut-être pas la meilleure, mais ponctuellement, ça peut peut-être aider.
Il y a de la chance et la perception que je vais y arriver, tu vois. Et donc, si t'es persuadé que tu vas arriver à faire quelque chose, des fois, ça peut te permettre de réussir. Il y a deux cas possibles. Tu réussis par chance et tu ne le comprends pas. Tu te dis alors « Wow, t'as vu ce que je suis capable de faire ?» En fait non, hein. Tu es toujours aussi incompétent. C'est comme quand je lance une fléchette et qu'elle arrive dans la cible en plein mille. C'est de la chance. La meilleure preuve, c'est que je ne peux pas reproduire l'exploit. Donc, si tu crois que tu peux réaliser une action, que par chance, super, tu y parviens, tu vas rester dans cette illusion de tes capacités et la prochaine fois, tu n'auras peut-être pas cette faveur du destin et tu vas peut-être te tuer. Au moins, ça fera un peu de sélection. Le second cas, c'est de se rendre compte de ce que tu as réalisé. C'était pas exactement ce que tu avais en tête. Et peut-être que tu vas changer ta manière de voir les choses. Et donc, tu vas remettre en question tes croyances en tes compétences. En réalité, c'est très peu probable de remettre en question ce que l'on croit sans essuyer un échec, sans se planter. Enfin, parfois on réussit parce qu'on se donne un élan en étant persuadé que c'est faisable. Je me donne la confiance. Alors que si j'y vais en me disant que je sais rien, que je vais jamais y arriver, etc., j'ai au contraire plus de chances d'échouer. Tu parles d'autre chose là. Tu parles de confiance en sa propre compétence. Ce qui n'est pas tout à fait pareil que de se mentir sur ses compétences. Ok, si on prend marcher sur une poutre, il faut avoir confiance. Oui, je suis bien d'accord. Mais tout le monde peut marcher sur une poutre. Si je trace à la craie sur le sol le contour de la poutre, personne ne va mettre les pieds en dehors. Personne ne va tomber. On a tous cette capacité, cette compétence. Sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Ce qui nous empêche de marcher sur la poutre, ce n'est pas notre capacité physique à le faire, ce n'est pas notre gestion de notre équilibre, c'est juste notre peur. C'est très différent de l'illusion de la compétence. Dans ton exemple, la personne dispose réellement de la compétence, mais elle n'y croit pas. Dans l'illusion de la compétence, c'est l'opposé. La personne croit être capable, et c'est juste un fantasme. Confondre les deux est embêtant, car on va alors croire qu'il suffit de se persuader de quelque chose pour que cela se produise. Bizarrement, les millions de gamins qui croient au Père Noël n'ont jamais réussi à le faire se manifester, sauf peut-être devant une grande surface. Ok, je comprends. Je me demandais s'il y avait des cas où on pouvait y penser autrement, si on pouvait nuancer en disant bon ben, dans une certaine mesure, ça peut nous amener ici ou là. Et toi, tu dis que pas vraiment. L'illusion de la compétence, c'est, dit autrement, être persuadé de savoir faire alors que c'est faux. Comment est-ce que cette histoire peut bien finir ? Qui n'a jamais raté une recette de cuisine alors qu'il ou elle avait suivi les instructions ? Il y a deux gros soucis ou dangers avec ce fantasme. Le premier, c'est de se planter en toute beauté quand on passera à l'action. Le second est de se cristalliser dans son fantasme. Imaginons que tu es persuadé parce que tu as vu une vidéo d'un gars qui fait du pain que tu sais en fabriquer. Imaginons que tu ne restes pas dans ton monde illusoire, bien au chaud, planqué dans ton esprit, mais que tu décides de faire un vrai pain au levain. Tu agis, et c'est très bien. Là, tu t'aperçois que le résultat ne correspond pas tout à fait à tes attentes. La mie est trop serrée, la croûte n'est pas assez croustillante. Mais ce qui est marrant, c'est que souvent on ne remet pas en question notre vision des choses. Ça va être la faute de la farine, du four, de la levure. Alors que non, la seule chose qui pose problème, c'est qu'on n'y connaît rien. Là où un boulanger compétent peut s'adapter à des paramètres variables, nous, on en est incapable. On a zéro expérience. C'est un manque de clarté ? Alors oui, mais pas que. C'est la combinaison de deux facteurs. Il y a un manque de clarté sur soi et il y a une absence de lâcher prise sur ses propres préjugés. Les préjugés sont en lien avec tout le monde matériel, avec le monde qui nous entoure, avec la matière, avec les gens, la terre, la société, tout ça. Donc si tu fais une expérience et que malgré des résultats, tu refuses d'en tirer une conséquence, tu manques de lâcher prise. On en revient toujours à cette idée de pourquoi on ne veut pas lâcher. Ces préjugés, ils nous donnent un faux sentiment de sécurité. On retombe sur l'ego qu'on désire garder intact, de peur de ne plus savoir qui on est. C'est assez risible, parce que, en voulant garder cet ego intact, en réalité, on se cache qui on est. On a donc l'effet complètement opposé à ce qu'on désire. Certaines personnes vont ainsi t'expliquer la bonne méthode ou leur méthode favorite, celle qu'ils suivent sans déroger. Ils te bassinent avec, alors que les faits leur montrent qu'ils sont dans l'erreur. On a l'exemple opposé, juste pour reparler de jardinage, sujet qui porte peu à conséquence et qui ne devrait pas être très polémique. En fait si, il est extrêmement polémique. Il y a des gens qui disent qu'en plantant des tiges de cuivre dans le sol, les plantes poussent mieux. Ça s'appelle l'électroculture. Bien souvent, d'autres personnes sincèrement curieuses leur demandent s'ils ont fait des tests comparatifs. Et bizarrement, ces utilisateurs-là n'en font jamais, alors que c'est pas très compliqué d'en organiser un.
Dans une partie du jardin, tu mets ces tiges de cuivre dans le sol, et à côté, non loin de là, avec le même ensoleillement, la même irrigation, t'en mets pas. Et tu compares. Eh ben non, ils refusent absolument de faire le test. Lorsqu'on leur pose la question, leur justification est que, puisque ça marche, ils n'ont pas besoin de faire de test. Mais ça t'en sait rien, puisque t'as pas fait de comparaison. Bref, ils ont juste peur d'avoir tort, ce qui est ridicule. Quand tu m'as dit que les pots de confiture, il fallait les retourner après les avoir remplis et bouchés, pour éviter les moisissures, qu'est-ce que j'ai fait? Tu en as retourné la moitié pour tester. Exactement. Et on a bien vu que ça changeait rien, sur cet aspect en tout cas. C'est pas compliqué de remettre en question nos croyances. Ça demande un peu d'ouverture d'esprit, de lâcher prise, de clarté et de courage pour voir que nous ne nous identifions pas à nos connaissances. Ouais, ok, au final, ça demande pas mal de qualité. Ouais, ça me fait encore penser à mes élèves qui viennent me voir parce qu'ils n'arrivent pas à apprendre. Donc, quelque part, il doit y avoir un bug. Par exemple, si on regarde juste l'aspect mémorisation. Ils me disent qu'ils ont du mal à apprendre leurs leçons, que ça rentre pas, qu'ils oublient quand ils arrivent devant leur copie, etc. Et 99% du temps, quand je leur demande ce qu'ils font pour mémoriser, ils vont me dire quelque chose comme « Oui, je relis plusieurs fois ». Donc, ils s'obstinent à un acte qui est peu engageant intellectuellement, qui effectivement ne fonctionne pas pour eux, puisqu'ils sont là, dans mon cabinet, mais ils continuent. Et cerise sur le gâteau, quand je leur demande si ça fonctionne, ils arrivent à me dire « Oui, 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 ça marche ». Eh oui, il est si facile de se voiler la face. Pour le jardinage ou pour apprendre ses leçons, c'est pas très gênant, ça implique que toi, mais... Ou tes parents. Oui, ou tes parents, effectivement. Mais quand, par exemple, tu es dans un domaine où tu es censé aider les autres, et que tes méthodes ne marchent pas sur toi, tu devrais te poser des questions. Tu fais partie des humains a priori, donc il n'y a pas de raison. Pourquoi? Alors, j'ai la réponse, c'est une question rhétorique. Mais alors, attends, pourquoi est-ce que les coachs, les thérapeutes, les prétendus chamans, lorsqu'ils s'aperçoivent que leur méthode, elle fonctionne pas sur eux, pourquoi est-ce qu'ils continuent à appliquer ces mêmes méthodes sur les gens, sur les autres? En réalité, ils n'appliquent pas tant une méthode qu'ils ne vendent leurs croyances. Ils ne peuvent vendre que ça, parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas vraiment. Si la méthode est efficace sur tous les humains, je ne vois aucune raison logique pour laquelle elle ne fonctionnerait pas sur eux. Encore une fois, ce ne sont ni des Martiens, ni des Vénusiens. Vendre son illusion de compétence permet de renforcer cette illusion. On n'est plus dans la validation de la méthode par le retour d'expérience, on est dans la validation de la méthode par le nombre de personnes qui y croient ou qui achètent le produit. Attention, c'est pas de l'escroquerie volontaire. C'est juste un moyen tordu de s'auto-valider et de garder son ego intact. Ce qui me rassure beaucoup, c'est que je retrouve certaines de ces personnes dans des stages durs où ils viennent pour essayer de résoudre ce paradoxe. Je suis énergéticien et je suis tout mou et gras. Je suis coach de vie et je ne m'entends ni avec mon mari ni avec mes enfants. Je suis dispensateur d'amour et de confettis et être contredit me met en colère. Ça me rassure franchement que ces personnes osent franchir le pas pour trouver une solution au tiraillement qu'ils vivent. Et ceux qui ne font pas cette démarche, c'est peut-être qu'ils s'identifient avec leurs problèmes. Moi, de toute manière, je suis colérique. Mon père était comme ça, je suis comme ça. Ça devient une sorte d'identité. Alors ça, je ne l'ai pas trop entendu chez les coachs. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai jamais entendu, juste pas trop. Les personnes qui travaillent dans le développement personnel ont souvent cette philosophie, cette idée que les gens peuvent changer. Sinon, c'est vrai, on pourrait se demander ce qu'ils vendraient s'ils ne promettaient pas un changement. L'énorme problème avec l'illusion de la compétence est que ça crée une distance à l'intérieur de l'individu, entre lui et sa manifestation dans le monde. Ça l'éloigne de ce qu'il est capable de réaliser. C'est un obstacle. Si je suis pas bien dans ma tête, mais que ça me gêne pas pour me réaliser, je vois pas comment ce serait possible, mais bon... Admettons. Ça serait pas gênant. Mais là, s'obstiner à faire des choses qui ne tiennent pas la route, parce que tu crois qu'elles fonctionnent, alors que les faits te montrent systématiquement le contraire... Le monde essaye de te montrer. Non, il essaye pas, il te le montre. Ça passe juste pas les filtres du mental, ça passe pas tes préjugés, tu refuses d'entendre ou de voir. On se retrouve alors à l'opposé de ce que les gens appellent le développement personnel. Il y a un refus de la confrontation à la réalité. Lorsque quelqu'un refuse de voir la réalité, on lui dit qu'il se voile la face, et on va le fustiger pour ça, parce qu'il refuse d'accepter le monde réel. On voit ça chez des gens qui se croient artistes. Certains chantent mal, pas autant que moi, mais ils chantent mal, ils écrivent mal, ils composent mal. Et tout le monde leur dit que ce qu'ils font ne tient pas la route. Personne ne va les engager, personne ne veut lire leur prose alambiquée. Et le gars, lui, va dire « Mais non, je suis un incompris. En fait, le problème, c'est pas moi, car je sais que je suis un artiste, je sais que je suis bon. » Ou alors, il va rester dans son coin, ne jamais montrer ses œuvres à personne, parce que, comme ça, il garde l'illusion qu'il est artiste.
Il écrit, peint, compose. Mais non, ses œuvres, il ne les expose pas. Car oui, en les exposant, il y a le retour de la réalité. Ce retour brutal peut te faire comprendre que tu te mentais sur ton talent. Et ça peut changer ta vision de toi. Ça peut raser ton petit fantasme de grandeur. Alors attention, il ne faut pas confondre avec celui qui s'amuse à peindre, s'amuse à écrire, s'amuse à composer, juste parce que ça lui fait plaisir. Cette personne-là ne se prend pas pour un artiste. Elle apprécie simplement ce processus de création, d'accouchement dans le monde matériel d'une idée. Ceux-là n'ont pas vraiment besoin de montrer leurs prétendues œuvres, car ils n'attendent pas nécessairement le retour des autres. L'acte de créer suffit simplement à leur bonheur. Il faut vraiment regarder si on refuse le jugement des autres, si on fuit cette confrontation, ou si juste on s'en moque. Alors oui, bien sûr que pas mal d'artistes manquent de confiance en eux. Bien sûr. Mais là, on parle de celui qui, risquant de ne pas être validé dans son fantasme, préfère rester artiste dans sa cave. C'est dommage, parce que au moins il aurait le cœur net. Et soit il pourrait se plonger à fond dans ses œuvres et les partager au monde et peut-être en vivre, soit arrêter de se mentir et se mettre à autre chose. C'est important en toute chose, dans tout ce qu'on fait, de ne pas être juste dans sa tête, juste dans la théorie, juste dans son imaginaire, juste dans ses fantasmes. C'est pour ça que dans notre tradition, on se moque plus ou moins gentiment des lettrés, des gens qui ne font que parler sans montrer ce qu'ils savent faire, ou qui ne sont pas capables d'appliquer à eux leur superbe méthode, qui ne sont pas capables de démontrer. T'en as déjà parlé des lettrés, non? Ouais, je rabâche un peu, ça arrive. Et t'y as même peut-être consacré un épisode du podcast. Sans doute. Le problème du lettré, c'est qu'il est persuadé d'être compétent. Alors, c'est pas impossible. On peut être à la fois lettré et compétent. Et ce qu'il connaît peut être vrai. Mais ce n'est pas parce que tu connais le nom de toutes les manières de joindre deux bouts de bois, tenons, mortaises et compagnie, et que tu peux faire de jolis dessins, que tu es ébéniste ou charpentier. T'as jamais tenu une scie dans ta main, t'as jamais coupé du bois contre le grain ou avec le grain, tu sais pas faire, c'est tout. Et nous, dans le taoïsme, on est contre ça. On est contre ça parce qu'on n'est pas dans une voie coupée du monde, où tu es dans ton monastère tranquille avec des gentils paysans superstitieux qui t'apportent à bouffer. On est dans le monde. D'accord, le monastère, il est aussi dans le monde. Mais ces pensionnaires sont sacrément protégés. Nous, on va être avec les gens, dans la vraie vie. Et c'est pour ça que c'est hyper contemporain aussi. Oui, c'est extrêmement contemporain. Pratique. Absolument. Si ça sert pas dans un embouteillage, ça sert à rien en fait. J'espère que cet épisode vous a éclairé un peu et vous a encouragé à vous poser des questions et surtout à agir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à le noter 5 étoiles. Ça permettra peut-être à d'autres personnes de le découvrir. Alors, si un stage dure, où vous serez confronté réellement à qui vous êtes, ne vous fait pas peur, je vais organiser pour les retardataires, ceux qui se sont réveillés un peu trop tard. Oui, je sais que vous vous reconnaissez. Je vais organiser, disais-je, une dernière édition du stage des valeurs, les 5, 6 et 7 juillet à Tourette, dans le Var. Je vous en reparlerai un peu plus en détail la semaine prochaine dans la newsletter. Donc, si vous n'êtes pas inscrit sur thedaoproject.org, c'est le moment. Je vous donnerai aussi plus de précisions sur le daofing de cet été. C'est comme des woofings, mais pas dans une ferme, mais avec des vrais bouts de taoïsme dedans. Sur ce, je vous dis bonne pratique.